il y a aussi l'affaire Loana. On va revenir sur cette affaire parce qu'il y a des nouveaux éléments. Et Loana, on va rappeler l'histoire, puisqu'on l'a retrouvée il y a quelques jours. Hein. Loana, vous pouvez rappeler pour nos téléspectateurs. Et il y a de nouveaux éléments qui sont tombés. Alors, Loana, c'est à Sedan. C'était la semaine dernière, mardi après-midi. Loana, qui a 10 ans et demi, quitte son collège, qui est à une dizaine de kilomètres de Sedan. Elle prend un bus et elle est déposée à l'arrêt de bus le plus proche de chez elle, qui est l'arrêt Turenne-Goulden. Et ensuite, elle n'arrivera jamais chez elle. Les parents s'inquiètent assez rapidement, vont au commissariat de police de Sedan, signalent la disparition de leur fille. Les policiers prennent l'affaire très au sérieux tout de suite, compte tenu de l'âge et de tous ces éléments. Et ils vont, dans la soirée, faire ce qu'on appelle un avis à témoin, un avis de recherche. Oui. Et le lendemain, une habitante du quartier, du côté de la rue Saint-Michel à Sedan, qui est dans le centre un peu historique de Sedan, appelle la police en disant qu'elle a vu cette gamine, parce que dans l'avis de recherche, il y avait une description physique extrêmement précise de cette petite fille. Manteau gris, manteau noir, veste rose, basket, etc. Et donc cette femme est persuadée d'avoir vu Loana en train de discuter avec un monsieur qui habite au 21 rue Saint-Michel. Donc évidemment, les policiers se précipitent à cette adresse. Là, on tombe sur la photo que vous avez derrière vous, le bar Sedanais, qui est un bar qui est désaffecté, qui est fermé, avec juste une habitation au-dessus. Les policiers tapent à la porte, le locataire ouvre la porte, il s'appelle Jean-Baptiste Menz, il a 57 ans. Et là, il avait l'air de s'attendre un petit peu à la visite de la police. Et lorsque les policiers fouillent un petit peu à la fois dans le bar et surtout dans son appartement, ils découvrent des pièces maculées de sang. Il y a du sang dans le bar, il y a du sang dans son appartement. Et il y a des traces de sang qui descendent l'escalier, qui les emmènent vers la cave. Et là, ils arrivent à la cave et ils découvrent le corps de cette malheureuse gamine enroulée dans un drap. Et malheureusement décédé. Alors, il y a eu des nouveaux éléments et on sait comment c'est passé parce qu'il y avait... il y a le suspect qui a avoué le viol, hein, mais qui a nié le meurtre. Oui, alors l'autopsie révèle qu'elle a été violée et également tuée avec des coups. Il n'y a pas eu de coups de revolver ou de couteau. Elle a été tuée uniquement à main nue, donc c'est une horreur absolue. Est-ce qu'on sait maintenant ce qui s'est passé, hein. Oui, c'est ça. Alors, elle connaissait son tueur. Elle connaissait Jean-Baptiste Menz, qui est un type issu du voyage, hein, de la communauté des gens du voyage. Il est divorcé, il est au chômage, il a 6 enfants, je crois. Et il est toujours un peu, c'est une poche, hein, il est toujours entre deux vins. Et il était plutôt copain avec le papa de Loana. Ils échangeaient, ils étaient pêcheurs tous les deux, et donc ils échangeaient du poisson, ils se refilaient du poisson. Et du coup, cette gamine connaissait son bourreau depuis un certain temps. Et lorsque le témoin qui signale la disparition, enfin qui signale les faits à la police, elle les voit en train de discuter. C'est ça. Il ne l'attrape pas pour l'emmener de force, il discute. Et je crois savoir, enfin je sais même, qu'il lui aurait proposé de boire un verre d'eau. Donc il a fait monter chez lui, au prétexte fallacieux, de lui offrir un verre d'eau. Parce qu'au départ, il disait qu'elle était tombée dans les escaliers. Hein, Alors, quand il est en garde à vue, en audition, il reconnaît rien au début, mais ça c'est classique. Pressé de questions, il finit par reconnaître, surtout quand on a les résultats de l'autopsie, et que cette gamine a évidemment été violée. Les policiers lui opposent cette analyse médicale, et il finit par reconnaître le viol. Donc il reconnaît qu'il a violé la petite Loana. En revanche, il ne veut pas reconnaître le meurtre. Alors, il dit que c'est un accident, qu'elle est tombée dans l'escalier. Et maintenant, on en sait un peu plus, comme vous nous l'avez dit. Donc c'est sans arme, c'est vraiment à main nue, c'est encore... Qu'il a une... C'est catastrophique. Une violence incroyable. On a oublié de dire qu'il était présumé innocent, on est obligé. Bien sûr. Il est présumé innocent, bien sûr, oui. Bien sûr, c'est bien. Ah non.
Si. Non, mais la loi dit qu'il est présumé innocent. Même quand c'est reconnu, tu es présumé innocent. Le viol d'une gamine de 10 ans est Raymond, même si tu reconnais les faits, c'est une darkasse. On rentre pas là-dedans, on va s'énerver pour rien. Non, mais Raymond, c'est la loi. Ouais, mais c'est la loi. Non, mais laisse tomber, c'est des lois qui datent d'il y a longtemps. Le procès, il est à vie, il est innocent. Ah, c'est ça. C'est incroyable. Oui, Gilles Verdez. Alors, il est mis en examen pour meurtre et vu ce qu'il a fait, là, si je puis dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il risque cette fameuse peine de perpétuité incompressible, parce qu'il rentre dans les critères. Ah, c'est bien. Ça, il pourrait être condamné, si ça va au bout, à cette peine qui fait que si jamais son cas est étudié un jour, ce serait au bout de 30 ans. Ouais. Et encore étudié par 3 juges de manière collégiale. Donc peut-être que s'il est condamné, il ne sortira jamais de prison. Voilà. Puisqu'aucun condamné à cette peine n'est jamais sorti de prison. Fourniret, qui avait été condamné à ça, il y en a 8 en France, est mort en prison. Voilà. Et même au-delà des 30 ans, il peut très bien rester en prison. Bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, c'est minimum 30 ans. Oui. Alors, donc là, aujourd'hui, vous nous aviez dit que la quantité de sang retrouvée ne correspondait pas qu'à un seul corps. C'est ce que nous disent les téléspectateurs. Est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus ? Alors oui, j'ai essayé de me renseigner là-dessus. A priori, les fonctionnaires de police qui ont fait les constatations n'étaient pas rodés, en tout cas pas peut-être habitués à voir une telle scène, et on peut le comprendre. Et je pense qu'ils ont un peu exagéré, parce qu'un corps humain contient 5 litres de sang, et lorsque le corps se vide de son sang, ça fait vraiment une quantité de sang absolument incroyable. Mais a priori, c'est pas... il n'y a pas d'autres affaires. D'accord. Ils vérifient évidemment, mais... Oui. Sur l'affaire Lina, juste, il y a une personne qui me dit qu'il y a des images d'une caméra qui ont été effacées par un propriétaire du village où elle a disparu. Est-ce que vous avez... Alors oui, c'est pas qu'elles ont été... Dans l'affaire Lina, voilà. Oui, c'est pas qu'elles ont été effacées, ces images, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de, comment dirais-je, de capacité dans le disque dur, de mémoire, et du coup, pour que ça puisse continuer à fonctionner, ça efface automatiquement des images déjà enregistrées. Qui auraient pu être... Alors, je voudrais maintenant qu'on parle à 21h vraiment de cette affaire. Ce gros dossier, on va revenir sur une image terrible d'un homejacking à Paris. On va voir si on vous passe l'image dans un instant, parce qu'on attend justement vraiment d'être sûr, parce que c'est une image effroyable. Hein. Des hommes se sont fait passer pour des livreurs pour accéder à un appartement. Ils ont violemment agressé une femme qui se trouve à l'intérieur de cet appartement. Étranglement, coups, ils se sont mis à plusieurs sur elle. Les caméras de surveillance ont filmé la scène. Vous allez voir ces images qui font froid dans le dos. Et on a également des images de ces policiers, d'autres individus qui auraient été interpellés par la police, qui faisaient des mêmes cambriolages similaires. Oui. Regardez juste les images des policiers qui les interpellent, et vous allez nous en dire plus juste après. Parce que c'est pas la même affaire. Exactement, c'est pas la même affaire du tout, puisque les autres sont encore en liberté. Il y a plusieurs affaires. Regardez.